Decameron de Boccaccio. On croit ouvrir un vieux coffre à histoire licencieuse et on tombe sur une leçon d'humanité donnée en pleine tempête. Le Decameron, c'est, 1348, la peste à Florence. 10 jeunes gens qui fuient la ville et s'enferment dans une villa. 7 femmes, 3 hommes. Ils se choisissent chaque jour un roi ou une reine. Ils fixent un thème. Ils racontent 10 nouvelles pendant 10 jours, sans récit comme sans bouée. On comprend vite que la retraite n'est pas une lâcheté, c'est un protocole de survie. On ritualise la parole pour tenir debout pendant que le monde tousse. Le lecteur aime les cadres clairs. Celui-ci est idéal, un décor unique, des voix qui tournent, des règles de jeu simples. Et un répertoire vertigineux. Boccaccio passe du tragique au farsesque avec la même dextérité. Dès la première nouvelle, Cerciapiglietto, escronotoire, devient saint par la magie d'une confession mensongère. On rit, on blêmit. La société adore les masques, et la vérité n'a pas toujours bonne presse. Plus loin, Frate Cipolla vend des reliques ridicules avec un aplomb olympien. Critique cinglante de l'hypocrisie religieuse, mais racontée qu'un sourire qui évite le sermon. Et puis, il y a Androcchio de Pérouse, qui finit dans un coffre mortuaire après avoir voulu spéculer. Mastaggio degli Onesti, qui voit l'enfer traverser un bois comme un film muet. Lisapeta et son basilic arrosé de larmes, ou encore Calandrino, peintre bonhomme persuadé d'être invisible grâce à une pierre magique. On voit la palette, arnaque, amour, malice, et cette intelligence du monde qu'on appelle ingegno, l'ingéniosité comme boussole dans le désordre. Ce qui frappe, c'est la géométrie des thèmes. Jour après jour, la briccata impose un angle. Chute malheureuse, stratagème réussi, réplique brillante, mari dupé, amour sauvé. On sent la joie du dispositif. La contrainte aiguillonne l'invention et la variété empêche l'ennui. Quand on lit à voix haute, on entend la mécanique comique, les daisies, l'art de répondre au tac au tac, et la gravité du jour 4. L'amour malheureux, où Tancred et Quismonde finissent dans le sang. Le jour 10 couronne l'ensemble par l'idéal de la magnanimité. Federico di Guglielmo sacrifie son faucon pour son invité, et la noblesse du geste rattrape la misère de la bourse. On se dit que Boccaccio n'oppose pas la ruse à la vertu, il les fait converser. Le Décaméron est souvent qualifié d'érotique. Oui, il l'est, et franchement, l'éros y a la vitalité d'un printemps un peu canaille. Maceto te l'Impreccio se fait passer pour un muet et découvre la ferveur des nonnes. Alibèche apprend à remettre le diable en affaire avec une ingénuité très technique. Mais l'érotisme n'est pas là pour faire tapisserie. Il dit une société où le désir, l'argent, le rang se noue et se dénoue sans cesse. Il rappelle surtout que la vie insiste pendant que la mort compte ses victimes. Entre deux processions, la chair affirme sa part. Et l'on entend, dans ce mélange de plaisir et de péril, une forme de résistance. Tant qu'on raconte, on respire. Les forces de ce livre, c'est sa vitesse d'abord. Boccaccio coupe net, relance, vise l'effet juste. On peut lire une nouvelle comme on lance une chronique. Une situation, une tension, un coup de théâtre, une chute. La variété ensuite. Des marchands, des artisans, des nobles, des clercs, des femmes qui pensent et parlent beaucoup. Boccaccio se leur confie des ruses, des répliques, des victoires. Madonna Filippa plaide sa cause d'adultère avec un sens du droit et de l'ironie qui ferait pâlir un avocat contemporain. La langue enfin, en français de traduction, en italien pour qui s'y essaye, a cette clarté qui porte à l'oral, des périodes fluides, des images concrètes, une ironie précise qui n'a pas vieilli. En rare faiblesse, on pourrait reprocher quelques redites dans les tromperies conjugales, des maris bernés à la chaîne qui finissent par se ressembler, des intrigues parfois cousues de fil blanc, et un angle mort tenace. Le monde reste celui des privilégiés qui ont le loisir de fuir la peste et de jouer au salon. La cruauté de certains récits, on pense à Griselda, patiente jusqu'à l'inhumain, laisse aujourd'hui un goût amer. Vertu martyrisée, morale testée jusqu'à la casse. On peut y voir une expérience limite. On peut aussi y lire la violence d'un ordre patriarcal que la malice des héroïnes ne suit pas toujours à défaire. Comparaison utile pour l'auditeur, les contes de Canterbury viendront plus tard reprendre l'idée du voyage et des voies en alternance. Boccaccio se tient entre ces mondes et relance un geste moderne, la nouvelle comme laboratoire social.
Pas d'allégories lourdes, peu de merveilleux, des situations, des corps, des contrats. Et la conviction humaniste que l'intelligence pratique, la sagacité, valent mieux que les dogmes. La villa n'est pas un bunker, c'est une scène. Chaque jour a sa musique, chaque conteur son grain. Dionéo, le trublion, prend le privilège de dépasser le thème et de conclure. Un joker qui rappelle que le désir n'obéit pas aux règles. Les chants qui ferment les journées donnent à l'ensemble un rythme de veillée. On peut jouer de cette alternance, un récit vif, une respiration, une réplique clic-clac. Et mine de rien, on parle du présent. On a connu nous aussi des répliques des confinements, des rituels pour tenir. Boccace a écrit la dramaturgie d'un vivre ensemble en temps de peste qui nous est familière. Comment le lire aujourd'hui? Par grappe, choisir un jour un thème, une poignée de nouvelles. Varier les tons, une férocité, une grâce, une gauloiserie, une élégance, une tragédie. Laissez venir l'étonnement moral. Pourquoi rit-on ici? Pourquoi serre-t-on les dents là? Et accepter la coexistence des contraires. La satire des clercs et le respect des certaines vertus, la moquerie sociale et la tendresse pour les perdants, l'éloge de la ruse et la défense de la générosité. Alors, faut-il lire le Décaméron? Oui, pour son énergie narrative, sa liberté de ton, sa manière de démonter les puissances avec un clin d'œil. Oui, parce que c'est un livre qui respire par les histoires et qui nous apprend à respirer avec lui. Oui aussi parce que, au lieu de nous enfermer dans un musée médiéval, il nous met un micro à la main et nous dit « Raconte, c'est comme ça qu'on traverse. » Dehors, la peste compte les morts. Dedans, on compte les histoires. On referme Boccace avec une certitude qui sonne comme un vœu de santé publique. Quand le monde s'effondre, la première dose de soin, c'est la parole. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.